liberté sur l'organisation de l'espace, d'une certaine façon. Ce qui vient poser question quand le domicile doit être adapté en raison même du soin. Que ce soit l'installation d'un lit médicalisé, que ce soit l'adaptation finalement de certaines modalités pour se déplacer. Comment garde-t-on la maîtrise de son espace quand le soin justifie qu'on touche à cet espace ? Pour la question du temps, je pense qu'elle se pose aussi d'une certaine façon, parce que quand on est chez soi, et on le sait tous bien, on aime bien gérer un peu son temps, quoi. Ok, c'est midi, si on n'a pas envie de manger, ben on mange plus tard. Ok, c'est 17h, si on a envie de faire une petite sieste, c'est le week-end, ben on va peut-être pas s'en priver, on aime bien gérer notre temps. Et ça fait du bien d'ailleurs, à la suite d'une semaine chargée, organisée par les plannings, où on a des impératifs, notamment de temps. Comment retrouver une forme de liberté de la gestion de son temps quand on est chez soi. Et c'est pour ça qu'on aime bien les week-ends, si on a la chance de ne pas travailler tous les week-ends, ou d'autres jours de la semaine, peu importe finalement. Et quand le soin intervient à domicile, eh bien, ça ajoute une certaine forme de contrainte, même si on sait donc qu'on a besoin de cette contrainte. Mais comment organiser son temps comme on le souhaite encore quand on a des impératifs de présence pour être soigné, quand finalement ce temps qu'on occupait pour faire telle ou telle chose va être réorganisé pour les enjeux même du soin. Donc ça change quand même le rapport à l'espace et au temps qu'on peut avoir chez soi, quand la question du soin existe. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à questionner pour faire en sorte que le soin, le fait d'être soigné chez soi, soit le mieux vécu. Donc, bon, c'est des pistes de réflexion qu'on évoque aujourd'hui, mais ça compte. Je pense que ça compte. Et ça change un petit peu la donne par rapport à des institutions, qu'elles soient hospitalières, qu'elles soient médico-sociales, où on sait d'une certaine façon que le rythme, il est propre à l'institution. Alors la question du lieu de vie, elle est très intéressante par rapport à ça, et c'est probablement ce qui implique des dilemmes forts, parce que d'un côté c'est un lieu de vie, et donc dans ce lieu de vie qui est notre domicile, on pourrait estimer avoir la liberté qu'on veut, sauf que avec tout ce que tu as dit, on voit bien que c'est pas le cas. Donc le domicile, c'est pas une institution, c'est son chez-soi. Donc finalement, est-ce que le choix du chez-soi, par exemple le choix de rester à domicile, ça peut être l'expression d'une forme de liberté. Et certaines personnes le disent haut et fort, c'est encore la liberté que j'ai de dire je veux encore rester chez moi. Et est-ce que le fait de ne plus avoir ce choix de rester chez soi, c'est une façon de venir entraver un petit peu ce qu'on est? Et là, vous voyez que je commence à faire un lien entre l'expression d'un choix libre et l'identité, d'une certaine façon. Est-ce que le fait de s'affirmer dans ce qu'on veut et être chez soi, ça peut faire partie de ce qu'on est? C'est une forme d'expression de liberté. Et comment, dans les structures que tu animes, dans les réseaux de soins, on peut faire en sorte que ce choix soit le plus entendu possible et le plus longtemps? C'est des questions, mais une fois encore, ça existe beaucoup. Alors, deuxième remarque, pour avancer un petit peu, la question de la sécurité. Finalement, je ne sais pas comment vous visualisez votre maison, votre appartement, votre chez vous, peu importe où il se situe, ce chez vous, mais finalement, il peut rejaillir de ce domicile qu'on occupe, qu'on habite, un sentiment de sécurité. Un sentiment de sécurité qui va nous séparer du dehors. On passe du dehors au dedans, quand on rentre chez soi, et on dit « je rentre à la maison ». Il y a cette idée d'aller dans quelque chose d'intérieur qui est notre intérieur, d'une certaine façon. Et en ce sens, d'ailleurs, la porte d'entrée est cette jonction entre le dehors et le dedans. Et le coup de clé qu'on passe dans la porte, c'est une sécurisation supplémentaire qui, on pense parfois, va nous sécuriser des intrusions de l'extérieur. Donc c'est assez intéressant finalement de voir comment ce domicile peut générer un sentiment de sécurisation. On parle du domicile comme d'un lieu qui nous porte des repères, un lieu de repli, un cocon. Un cocon, je rentre dans mon cocon, c'est-à-dire c'est moi qui l'ai fait, je me sens bien à l'intérieur, je me sens en sécurité d'une certaine façon. Donc une fois encore, un des dilemmes de l'intervention à domicile, c'est comment faire demeurer ce cocon quand il doit changer en fait, ce cocon, quand il n'est plus tel qu'on le veut et tel qu'on le souhaite. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu as cité l'étymologie de maison avec manere, habitare, cette idée de persistance, cette idée d'ancrage, cette idée de pérennité. Et on peut même rajouter la question de la prévisibilité. C'est bon? Et finalement, dans cette question de sécurisation liée au domicile, il y a vraiment cette idée de dire que le domicile, c'est un lieu qui nous sécurise, qu'on aime bien, qu'on a envie de retrouver, qu'on a envie d'aller chercher quand on a passé une journée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Même si on a passé une bonne journée, on a envie de rentrer, je pense. Alors, bon, ça se discute, bien évidemment. Ça peut se discuter à un moment où
il peut y avoir des formes de vulnérabilité. Alors aujourd'hui, on parle de la vulnérabilité liée à la santé. Ça peut être d'autres vulnérabilités, sociales, familiales. Parce que le domicile, s'il est lieu de sécurisation, il n'est pas que lieu de sécurisation. Alors on pourrait donner plein d'exemples par rapport à ça. On va s'arrêter à l'exemple de la santé. Le domicile, s'il est familier, à un moment donné, il peut devenir étranger. Le domicile, s'il est rassurant, à un moment donné, il peut devenir menaçant. Précisément parce que la façon dont on a d'être autonome, la façon dont on a de se déplacer, peut à un moment donné ne plus devenir adaptée aux capacités que l'on a, d'une certaine façon. Donc cette question de sécurité, elle est toujours à interroger. Et souvent, la question de la liberté de rester chez soi vient se heurter à la question de la sécurité, de ne plus le pouvoir. Donc ça, c'est un dilemme qui est prégnant, il existe en EHPAD, il existe aussi ailleurs. Alors, on a parlé du lieu de vie et finalement, on pourrait avoir une discussion par rapport au respect de la confidentialité et les particularités du respect de la confidentialité dans le cadre de l'intervention à domicile. On sait que le secret professionnel relève à tous les professionnels qui gravitent autour du patient, qu'ils soient hospitaliers ou extérieurs. Donc, c'est un devoir qu'on se doit aux personnes que l'on soigne ou que l'on accompagne. Une autre particularité du domicile, c'est que le mode d'exercice coordonné, avec l'utilisation de la télémédecine, des objets connectés, et parfois implique des projets de parcours de soins qui sont effectivement partagés avec plusieurs acteurs. Et la question qu'on a toujours en tête, c'est de se dire jusqu'où partager et avec qui partager. Donc l'impact du partage de l'information avec des soignants, mais aussi avec des professionnels qui sont issus d'origines professionnelles différentes. Professionnels de l'accompagnement, les professionnels du champ judiciaire, les professionnels de la santé, les médecins généralistes, les infirmières libéraux, etc. On voit bien que la notion du secret et du secret partagé a atteint certaines limites et qu'il faut être assez prudent avec ça. On peut rajouter à ça la question des proches qui eux aussi ont accès à des informations, veulent les donner, ne veulent pas les partager, ou bien divulguent des choses que peut-être la personne qui est l'objet de toute notre attention ne souhaiterait pas partager. Donc on voit bien qu'on est dans cette notion de confidentialité qui est beaucoup plus étendue que le seul entretien au pied du malade dans un service de soins où on va le questionner sur ses habitudes de vie, sa personne de confiance, etc., etc. On voit bien qu'il y a quelque chose autour de l'intime qui se déplace et qui prend une coloration en tout cas différente et pour lequel le professionnel qui intervient à domicile doit avoir cette préoccupation. Donc effectivement, cette particularité le rend particulièrement fragile. D'un point de vue des dilemmes sur la question du respect de la confidentialité, il y a une notion qui est assez intéressante à relier, c'est la notion de la confiance. On est tous d'accord pour se dire partager les informations pour qui et dans quel intérêt, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne dévoiler que ce dont on a besoin, que de ce dont il est utile pour la prise en charge, ce qui est utile pour la personne, et surtout ne pas trahir sa confiance tout en le protégeant. C'est là aussi c'est encore un juste équilibre. Que dire de ses addictions, de sa sortie nocturne de la maison ou de ses déambulations dans les couloirs, ou bien de l'utilisation d'un certain nombre d'autres pratiques personnelles qui font qu'effectivement, en quoi ces informations-là sont importantes à partager avec l'équipe coordonnée autour de cette situation. Je crois que c'est vraiment une vraie discussion sur la question de comment partage-t-on les informations. On va dire qu'il y a aussi une distinction entre l'information et la confidence du patient, qui peut dire des choses, ou d'une personne accompagnée, c'est-à-dire que je vous le dis, mais ça reste entre nous, et on en fait quoi? On en fait quelque chose de particulier ou pas, en fonction, voilà. Une notion aussi intéressante dans ce respect de la confidentialité, c'est le droit d'opposition de la personne, quand même. Il y a quelque chose sur cette notion-là qui est intéressante. Opposition à partager l'information. Je ne veux pas que vous disiez à mon pharmacien ou à ma fille que j'ai un certain nombre de problématiques.
Donc dans notre pratique aujourd'hui, on a des logiciels qui sont le partage d'informations entre professionnels avec des listes d'autorisation et des listes d'exclusion. Je ne veux pas que le docteur Dudul sache que j'ai vu un autre praticien que lui, ou, etc. etc. Donc c'est une notion qui est importante. Aujourd'hui, si on fait le parallèle à l'hôpital, tout le monde rentre dans la chambre et personne n'ose dire « je ne veux pas que Micheline rentre dans ma chambre aujourd'hui ». Voilà. Donc je caricature un peu, mais simplement pour vous donner cette notion particulière de cette confidentialité au domicile. La dernière chose, c'est la question de la sécurité. Au nom de la sécurité, les caméras, les objets connectés, la téléalarme, tout cet arsenal très intéressant pour le suivi et la sécurisation du domicile, la rassurance, on l'a dit tout à l'heure pour l'EHPAD, mais c'est-à-dire qu'on rassure qui en fait? On se rassure nous, on rassure la famille, on rassure les professionnels de la coordination qui disent que tant qu'il y a la téléalarme, s'il va au sol, eh ben, on le saura, s'il appuie sur le bouton, etc. Mais cette question-là de ces présences d'objets supplémentaires renvoie à l'idée de protéger la personne, mais aussi interroge le respect de la confidentialité, et ça c'est quelque chose qui est un élément intéressant à regarder dans notre pratique professionnelle. Alors, je vais aller un petit peu plus vite parce qu'on est déjà à midi en fait. On est longue à deux, hein, mais c'est pas grave, on continuera dans le débat. Finalement, tu parlais de la téléalarme, des bracelets aussi anti-fugue, des bracelets GPS. Plus fort. Alors, je vais crier pour ceux de devant, je suis désolée. Je vous rassure, les enfants seront partis cet après-midi. On est désolés, hein, on a découvert toute la salle. Je voulais vous lire une petite citation pour peut-être discuter cette question d'intimité à domicile. Finalement, le domicile, n'est-ce pas, je cite, c'est un article d'Agatha Zelinsky sur la question du domicile, l'endroit où l'on peut s'abandonner, se laisser aller, se dépouiller de ses habits sociaux et des normes qui pèsent sur les épaules de chacun. Comment finalement cet endroit du domicile est aussi le lieu de l'intimité et comment on respecte d'une certaine manière cette question de l'intimité quand on va à domicile. Alors ça va un petit peu avec les questions de liberté, les questions d'identité d'une certaine façon. Et cette notion du respect de l'intimité, alors c'est une question propre aux soins, hein, qu'il soit à domicile, à l'EHPAD ou à l'hôpital. Néanmoins, au domicile, elle est redoublée. Parce que l'intimité, elle se manifeste pas simplement par l'intimité du corps ou l'intimité de nos paroles, elle se manifeste aussi par l'intimité d'un intérieur. D'accord ? Intime, ça vient d'intérieur, ce qui est le plus intérieur. Et c'est intéressant de faire le lien avec le domicile, parce que le domicile, c'est notre intérieur physique, mais aussi probablement ce qui nous reflète. D'accord ? Donc finalement, comment respecter l'intimité en respectant aussi le lieu du domicile, de la décoration, des choses comme ça, des façons d'aménager, ça compte. Tu disais, Laurent, tout à l'heure, qu'on a besoin de se rassurer avec des protocoles, des rites de l'ordinaire, des façons d'être d'une certaine façon. Et bien tout ça, ça touche à l'intimité. Alors c'est directement lié à la question de l'identité, précisément parce que le domicile tel qu'il est fait, il dit quelque chose de nous. Quand on rentre chez quelqu'un qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, d'ailleurs, en regardant son espace, peut-être qu'on peut dire des choses de lui, d'une certaine façon. Et toute la question sur l'identité, ça va être de savoir comment, d'une certaine manière, rester à domicile, c'est une façon d'être soi. Et à partir de quand le domicile va-t-il trop dissonner de ce que je suis devenue, notamment en raison de la maladie, en raison du grand âge, en raison de la vulnérabilité. Comment on va pouvoir identifier ce moment où, entre le domicile que j'habite et qui est moi, d'une certaine façon, eh bien, la différence avec le moi que je suis devenue va être trop exacerbée pour continuer à espérer rester d'une certaine façon. Donc je pense que cette question de l'identité, elle est intéressante à venir questionner, et vous le faites probablement tout le temps dans vos métiers, mais il est intéressant aussi de savoir que l'identité, si elle est quelque chose qui est permanent dans le temps, elle est aussi quelque chose qui change. Et la maladie, le grand âge, le handicap, ça vient changer aussi l'identité. Donc il faut être attentif à la discontinuité qui va s'opérer à un moment donné avec un domicile, et qui rejoint la question de la difficulté du choix du lieu de vie. Alors, on se propose peut-être de conclure sur les structures d'aide à domicile. Fabienne va vous parler de Convergence éthique, qui est un lieu pour les professionnels pour venir parler de toutes ces questions-là. Et puis après, on en reparlera pendant le débat avec plaisir. Je vais raccourcir un peu pour laisser à mes collègues la parole, mais simplement... Merci.
Oui, simplement pour préciser que dans l'exercice quotidien de l'accompagnement à domicile, les équipes, pour la plupart des situations, arrivent bien à se débrouiller seules, peuvent discuter entre eux dans l'échange interdisciplinaire d'une structure qui va travailler sur une situation particulièrement complexe au sein du collectif professionnel avec les professionnels de l'extérieur qui sont aussi partenaires à l'occasion de réunions de concertation avec... voilà. Parfois, il arrive que ces situations soient suffisamment difficiles, particulièrement difficiles, pour qu'il y ait besoin d'avoir un lieu pour pouvoir poser cette problématique-là. Et c'est l'enjeu des structures éthiques, à l'instar de ce qui existe dans les comités d'éthique hospitaliers. Hein, c'est vraiment la même modalité, sauf que ce sont des professionnels qui exercent dans l'extra-hospitalier, qui sont des professionnels libéraux, infirmiers, médecins gériatres, psychologues, philosophes, etc. La composition assez standard des comités d'éthique, si on peut le dire comme ça, qui vont accueillir une équipe qui est en difficulté face à une situation qui les a particulièrement interpellés et qui, au cours de leur exercice, n'arrivent pas au sein du collectif professionnel dans lequel ils sont à trouver une solution. Donc ils cherchent un avis complémentaire, une lecture supplémentaire, des options supplémentaires pour pouvoir accompagner au mieux la situation. Donc cet endroit-là donc, peut s'appeler comité, peut s'appeler instance, peu importe l'intitulé, j'ai envie de dire, c'est un composé de professionnels qui sont aptes à pouvoir prendre un peu de distance avec la situation qui ne les concerne pas, puisque c'est quelqu'un d'autre qui vient leur en parler et qui va, par un échange pluridisciplinaire, fait d'expériences différentes, va pouvoir permettre à ces professionnels qui nous saisissent pour la situation. Donc je vais peut-être m'en arrêter là parce que à l'occasion on pourra échanger sur la nature des saisines pour lesquelles on a été saisi en 2022. Ça va ?